Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment énorme. Une question qui est au cœur de tellement de débats. Ah oui. Pourquoi est-ce que certains réussissent de façon spectaculaire et d'autres non? Hmm. D'où viennent ces écarts immenses de revenus, de carrière qu'on observe partout? Entre les individus, entre les groupes, et même entre des pays entiers. C'est vertigineux. Exactement. Et pour explorer ça, on va s'appuyer sur l'ouvrage de l'économiste Thomas Well, Discrimination and Disparities. Oui. L'idée, ce n'est pas de boire ses paroles, mais vraiment de comprendre sa grille de lecture, qui est souvent très à contre-courant. Hmm. On va tenter de décortiquer sa logique. C'est ça. Et d'ailleurs, dès le début, Swell met de côté les deux explications qu'on entend le plus, celles qu'il trouve, lui, trop simplistes. C'est-à-dire? D'un côté, l'idée que tout viendrait de la génétique. Et de l'autre, son opposé. L'idée que toute disparité serait la preuve d'une discrimination. D'accord. Lui nous invite à regarder ailleurs, vers une troisième voie qu'il appelle la théorie des prérequis. Les prérequis, donc l'idée que pour réussir, il faut cocher plusieurs cases, c'est un peu ça. C'est tout à fait ça, c'est vraiment le cœur de son livre. Le succès, dans n'importe quel domaine, ce n'est pas le fruit d'une seule qualité, mais de la combinaison de plusieurs facteurs. D'accord. Et pour illustrer ça, il a une analogie mathématique qui est vraiment très parlante. Ah oui, j'ai trouvé ça fascinant. Racontez-nous. Alors, imaginez qu'il faille, disons, 5 prérequis pour réussir. N'importe lesquels. L'intelligence, la persévérance, une bonne santé, une opportunité qui arrive au bon moment. Une compétence technique? Voilà. Maintenant, supposons que chacun de ces prérequis soit assez courant. Disons que 2 personnes sur 3 l'ont. Bon, intuitivement, on se dit que pas mal de monde a ses chances alors. Et c'est là que notre intuition nous trompe complètement. Le calcul, lui, il est impitoyable. La probabilité d'avoir les 5 en même temps, ce n'est pas 2 sur 3. Non. C'est 2 tiers multiplié par lui-même 5 fois. Et le résultat, c'est à peine plus de 13%. 13%, ça fait une chance sur 8 à peu près? Voilà. C'est fou. Ça veut dire que 7 personnes sur 8, qui ont pourtant plein de qualités, n'y arriveront pas. C'est exactement son argument. Il suffit qu'il en manque un seul, et tout le reste ne sert à rien. C'est ça. Avoir 4 prérequis sur 5, au final, ça peut valoir 0. Il prend l'exemple de l'analphabétisme. Oui. Ça peut complètement annuler un talent brut immense dans le monde d'aujourd'hui. Le succès est fragile, il est asymétrique. Ce n'est pas la norme, c'est l'exception. Et pour montrer que même le prérequis qui nous semble le plus important, l'intelligence par exemple, ne suffit pas, il s'appuie sur une étude assez connue, n'est-ce pas? Oui, l'étude de Louis Sterman. Elle est incroyable. Dans les années 20, il a pris 1470 enfants avec un QI de plus de 140. Le top du top, le 1%. Exactement. Et il les a suivis toute leur vie. On pourrait s'attendre à une armée de prix Nobel, de grands patrons. Et j'imagine que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Pas vraiment. Bien sûr, beaucoup ont très bien réussi. Mais il y avait une disparité énorme au sein même de ce groupe de génies. Ah bon? Environ 20% ont été classés comme des déceptions, des carrières très ordinaires. Et le détail le plus dingue, Oui. 2 hommes qui ont plus tard gagné un prix Nobel avaient été testés quand ils étaient enfants et ils n'avaient même pas atteint le QI de 140 pour entrer dans l'étude. C'est incroyable. Donc même un QI stratosphérique, ce n'est qu'une case cochée parmi d'autres. Et l'étude, est-ce qu'elle a permis de voir ce qui différenciait les génies qui réussissent de ceux qui déçoivent? Tout à fait. D'après l'analyse de Sowell, le facteur clé, c'était le milieu familial. Ah, Les plus accomplis venaient majoritairement de familles de classe moyenne ou supérieure, des parents diplômés, des maisons pleines de livres. À l'inverse, un tiers des moins performants avaient un parent qui n'avait même pas fini l'école primaire. c'est un point absolument crucial. Ça veut dire qu'on peut avoir un potentiel énorme, mais si on ne grandit pas dans un environnement qui le cultive, ce potentiel risque de ne jamais vraiment s'exprimer. C'est une idée centrale, oui. Les prérequis ne dépendent pas que de nous, en fait. Non, il y a une part d'héritage social et culturel qui est indéniable. D'ailleurs, le livre est plein d'exemples comme ça. Il parle de ce chercheur de classe mondiale Oui, qui raconte que l'idée d'aller à l'université ne lui avait jamais traversé l'esprit, jusqu'à ce que quelqu'un le remarque et le pousse. il manquait un prérequis. L'ambition ou simplement l'information. C'est fou. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est de voir cet impact sur les individus. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que Sowell utilise cette même logique pour expliquer le destin de nations entières. Oui, il passe du micro au macro, et ça fonctionne étonnamment bien. Prenez l'Écosse. D'accord. Pendant des siècles, c'était un pays pauvre, rude, vraiment à la traîne du reste de l'Europe. Au XIVe siècle, un seigneur écossais ne savait même pas signer son nom. Et pourtant, quelques siècles plus tard, c'est l'un des centres intellectuels du monde.
Adam Smith, James Watt, David Hume, le siècle des Lumières écossais. Exactement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Selon Sowell, les Écossais ont acquis 2 prérequis qui leur manquaient. D'abord, une alphabétisation de masse. C'était poussé par le protestantisme, et il fallait que tout le monde puisse lire la Bible. Et le deuxième? Ils ont appris l'anglais. Et ça leur a ouvert l'accès à un univers de connaissances beaucoup plus vaste que ce qui était disponible en gaélique. Ils se sont connectés au monde. On voit un peu le même schéma avec le Japon, non? C'est un parallèle parfait. Au milieu du 19e siècle, les Japonais sont sidérés quand le Commodore américain Perry leur montre un train miniature. Ils étaient technologiquement très en retard. Complètement. Un siècle plus tard, ils sont leaders mondiaux dans l'électronique et l'automobile. Ils ont fait un effort national colossal pour acquérir les prérequis qui leur manquaient. L'un des exemples les plus frappants du livre, je trouve, c'est celui de la communauté juive. Ils avaient un prérequis essentiel depuis des siècles, un taux d'alphabétisation très élevé. Oui, Et pourtant, leur contribution à la science était presque nulle avant l'époque moderne. exactement. Le prérequis qui manquait, ce n'était pas la compétence, c'était l'opportunité. L'accès. L'accès, voilà. Les universités, beaucoup de professions, tout ça leur était interdit. Et regardez ce qui se passe quand cette barrière tombe au 19e siècle. C'est une explosion. Les chiffres sont incroyables. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les Juifs, qui sont moins de 1% de la population mondiale, reçoivent 32% des prix Nobel de médecine et de physique. C'est la démonstration parfaite de la théorie Yin-Yang. Un groupe qui a déjà plein de prérequis peut avoir une ascension fulgurante dès que le dernier obstacle est levé. C'est un point absolument clé. Lever une barrière n'a pas le même effet pour tout le monde, parce que tout le monde ne part pas avec le même bagage de prérequis. Et pour le prouver, il prend un contre-exemple. Celui de la Chine. Et là, c'est vertigineux. On l'oublie souvent, mais la Chine a été la superpuissance technologique mondiale pendant plus de 1000 ans. Et de très loin, ils maîtrisaient la fonte du fer 1000 ans avant les Européens. Ils avaient des flottes d'exploration gigantesques, bien avant Christophe Colomb. Ils étaient au sommet du monde. Et puis, Tout s'est arrêté, tout s'est arrêté. à cause d'une seule décision politique. Une seule décision. En 1433, l'empereur, qui était convaincu qu'il n'y avait rien à apprendre des barbares extérieurs, a interdit les grands voyages. Il a refermé le pays sur lui-même. Et c'est un timing terrible. Le pire moment possible. La Chine abandonne volontairement un prérequis vital, l'ouverture au monde, juste au moment où l'Europe, elle, sort du Moyen-Âge et commence à absorber toutes les connaissances du monde, y compris les technologies chinoises. Les conséquences ont été dramatiques pour eux. Un retard colossal. Et là, Sowell fait un rapprochement saisissant. Il regarde les Chinois d'outre-mer. Ceux qui ont émigré. Oui, souvent avec rien. Et qui ont massivement réussi partout dans le monde. La statistique qu'il donne est folle. En 1994, les 57 millions de Chinois de la diaspora produisaient autant de richesses que le milliard de Chinois restés au pays. Le potentiel des gens était là. C'est l'environnement, le prérequis au niveau national qui manquait. C'est une leçon d'histoire assez forte. Très forte. Ça montre qu'un destin n'est jamais figé. Il suffit parfois d'acquérir ou de perdre un seul prérequis pour que tout bascule. Et cette idée de barrière, d'opportunité, ça nous amène directement à la question de la discrimination. C'est un mot explosif, mais Sowell l'aborde de manière très analytique. Oui, presque froide. Il essaie de déminer le sujet en le décomposant. Pour lui, il y a 2 types de discrimination. D'accord. La discrimination 1, c'est simplement le fait de faire des distinctions. Quand on choisit un bon vin, un bon médecin, on discrimine. Mais sur la base de la qualité, c'est neutre. Et la discrimination 2? Ça, c'est ce qu'on entend d'habitude. Traiter les gens différemment à cause d'un préjugé, d'une aversion envers leur groupe, sans regarder leur mérite individuel. D'accord. Mais il va encore plus loin dans la première catégorie. C'est assez subtil. En effet, il la divise en 2. Il y a la IA, c'est l'idéal, on juge chaque personne individuellement après une enquête approfondie. Et puis il y a la IB, qui est plus fréquente. La IB, c'est quoi? C'est quand on prend des décisions en se basant sur des statistiques de groupe. Pas par haine, mais par un calcul de coût ou de risque. Ok, là il nous faut un exemple concret, parce que ça devient un peu abstrait. Il en donne un qui est très parlant, sur l'embauche. Un employeur hésite à embaucher de jeunes hommes noirs. Pourquoi? Parce qu'il sait que, statistiquement, ce groupe a un taux de quasi-judiciaire plus élevé. D'accord. Ce n'est pas forcément qu'il est raciste, ça ce serait la discrimination I, mais il utilise une probabilité de groupe pour minimiser son risque. C'est de la discrimination IB.
C'est une forme de profilage statistique, en fait. Exactement. Mais là où ça devient vraiment contre-intuitif, c'est ce que révèle une étude qu'il cite. Qu'est-ce qu'elle dit? Les employeurs qui, au contraire, adoptent une politique IDA, c'est-à-dire qui vérifient les antécédents de tous les candidats, sans exception, eh bien, ils finissent par embaucher plus de jeunes hommes noirs sans casier que les autres. Attendez, comment c'est possible? Parce qu'en payant le coût d'une information individuelle, la vérification, ils n'ont plus besoin de se fier à la statistique de groupe. Ils peuvent juger la personne sur son dossier réel. Je vois. Et ça montre comment une politique qui semble bienveillante, comme interdire de poser des questions sur le casier judiciaire, peut en fait se retourner contre ceux qu'elle veut aider. Oui, en forçant les employeurs à se rabattre sur les stéréotypes. C'est un exemple qui fait vraiment réfléchir. Et ça nous amène à un autre point central de son analyse. Le coût. Le coût de la discrimination pour celui qui discrimine. C'est un facteur qu'on oublie souvent. C'est-à-dire? Dans un marché qui est concurrentiel, pratiquer la discrimination I, celle des préjugés, ça coûte cher. Si vous refusez d'embaucher un ingénieur brillant juste à cause de sa couleur de peau, vous vous privez d'un talent. Et votre concurrent, lui, va l'embaucher? Exactement. Votre concurrent, qui n'a pas ces préjugés, l'embauchera et deviendra plus performant. Le marché, en théorie, punit ce type de discrimination. Mais est-ce que ça tient toujours, cet argument, quand les préjugés sont vraiment très très forts? C'est une excellente question. Et Sowell montre que même dans des contextes extrêmes, la logique économique persiste. Il prend des exemples historiques très forts. Comme? Dans le sud des États-Unis, juste après l'abolition de l'esclavage, les grands propriétaires blancs ont essayé de s'entendre pour garder des salaires très bas pour les travailleurs noirs. Une sorte de cartel, quoi. C'est ça. Et ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours un propriétaire qui, en douce, proposait un peu plus d'argent ou de meilleures conditions pour attirer les meilleurs travailleurs. La concurrence brisait le cartel raciste. Il a un exemple encore plus extrême avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, non? Oui, et c'est sidérant. Même sous ce régime de ségrégation, dans les secteurs les plus compétitifs comme le bâtiment, des centaines d'employeurs blancs violaient la loi. Ah oui. Ils embauchaient plus de travailleurs noirs que ce qui était permis et les payaient mieux, simplement parce que c'était rentable et que c'était nécessaire pour survivre. L'intérêt économique primait sur l'idéologie. C'est l'exemple des tramways qui m'a le plus surprise. On imagine que les compagnies de transport du Sud étaient les premières à vouloir la ségrégation. Eh ben non. Sowell montre que, historiquement, beaucoup de compagnies de tramway privées se sont opposées aux lois de ségrégation. Pourquoi donc? Pas par idéalisme. C'était un cauchemar logistique et financier. Il fallait prévoir des wagons en plus, gérer des wagons à moitié vides, refuser des clients. C'était mauvais pour les affaires. D'accord, donc on a des facteurs historiques, économiques, mais Sowell met le doigt sur un élément qu'on n'aurait jamais soupçonné, un truc qui se joue à l'intérieur même de nos familles, notre rang de naissance. Oui, ça c'est le chapitre qui bouscule le plus nos certitudes sur l'égalité des chances. On pense qu'au sein d'une même famille, les enfants partent sur un pied d'égalité. Les données montrent que c'est bien plus compliqué. Les statistiques qui donnent sont assez folles. Elles sont stupéfiantes. Une étude sur les finalistes de bourses d'études prestigieuses aux États-Unis Oui. a montré que dans les familles de 5 enfants, l'aîné est plus souvent finaliste que ses 4 frères et sœurs réunis. C'est énorme. Et on observe la même surreprésentation des aînés dans l'accès aux grandes écoles, en France, en Grande-Bretagne, parmi les astronautes américains, les membres du Congrès. C'est une information que tous les aînés vont adorer rappeler à leurs frères et sœurs. Mais plus sérieusement, comment on l'explique? L'explication la plus probable, c'est l'attention parentale. Le premier-né, pendant ses premières années, qui sont cruciales, il a 100% de l'attention de ses parents. Il est le centre du monde. C'est ça. Les suivants doivent partager. Et il y a une observation qui va dans ce sens. Les jumeaux ont en moyenne un QI légèrement inférieur aux enfants nés seuls. D'accord. Mais si un jumeau décède en bas âge, le QI du survivant remonte pour se rapprocher de la moyenne des enfants uniques. L'attention n'est plus divisée. C'est incroyable de voir à quel point des facteurs qu'on pense anodins peuvent avoir un impact aussi mesurable. Et on peut étendre cette idée. Sowell parle du fossé lexical. Des études montrent que les enfants de cadres entendent environ 2100 mots par heure, contre à peine 600 pour les enfants de familles très précaires. Waouh! Encore une fois, son but n'est pas de juger, mais de montrer que les disparités de capital humain se créent bien avant l'école, bien avant le marché du travail. Donc accuser uniquement les employeurs de partialité face à des résultats inégaux à 30 ans, c'est ignorer des décennies de facteurs en amont. C'est un peu ça.
son idée. Si on devait faire une synthèse de tout ça, le fil rouge de Sowell, c'est que l'inégalité, c'est la norme, pas l'exception. Oui, Que les disparités sont partout, dans la nature, dans la société, et que c'est rarement la faute d'une seule cause. c'est tout à fait ça. Le message à retenir, je crois, c'est que la réussite est une sorte de petit miracle. Elle demande la réunion d'un grand nombre de prérequis, et il suffit qu'un seul maillon de la chaîne manque pour que tout s'écroule. C'est vrai. Les exemples de l'Écosse qui décolle ou de la Chine qui s'effondre, ça montre bien à quel point les destins collectifs peuvent basculer, parfois en une génération, quand un prérequis clé est gagné ou perdu. Et pour terminer, ça nous laisse avec une question assez dérangeante. Sowell affirme que beaucoup de nos politiques sociales échouent parce qu'elles partent d'une idée fausse. Laquelle? L'idée que si on arrivait à éliminer toute discrimination, eh bien tous les groupes auraient des résultats à peu près égaux. Or, toute son analyse vise à montrer que cette prémisse est, selon lui, fausse. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. Si les disparités sont le résultat naturel de milliers de facteurs complexes, la géographie, la culture, l'histoire, les choix personnels, qu'est-ce que ça nous dit sur notre capacité à fabriquer de l'égalité par des politiques venues d'en haut? Quelles sont les conséquences imprévues quand on essaye de corriger des résultats inégaux sans s'attaquer à la multitude de prérequis qui en sont la cause profonde? C'est une question qui est loin, très loin d'être simple.